Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Ce sont des rencontres qui se veulent d'abord inspirantes. On rencontre des entrepreneurs qui ont des parcours exceptionnels, des succès ou des insuccès, mais chaque fois une histoire différente, une histoire qui est là pour vous inspirer, vous stimuler, vous donner des idées, vous encourager à poursuivre votre projet d'entrepreneuriat. Vous savez, Alias Entrepreneur existe parce qu'il y a un auditoire présent et dynamique. Alors, on a besoin de vous aujourd'hui, avant que se débute cette entrevue. Prenez quelques instants pendant que je vous parle pour aller faire un abonnez-vous. Allez vous abonner à notre plateforme, à notre média, soit sur YouTube, Facebook ou là où vous regardez actuellement ce contenu ou écoutez actuellement ce contenu. Allez également commenter et partager. Donc, partagez votre commentaire. Ça aussi, ça nous aide beaucoup parce qu'évidemment, Alias a besoin d'un auditoire dynamique et présent pour pouvoir recruter des commanditaires et financer ainsi ses activités. Alors, on compte sur vous. Partagez, commentez, likez, mais surtout, abonnez-vous. Parlant de commanditaires, on en profite pour remercier la Banque nationale, partenaire depuis les tout débuts d'Alias Entrepreneur, ainsi que le réseau Mentorat, le CETEC, Centre du transfert des entreprises du Québec, ainsi que le ministère de l'Économie et de l'Innovation, sans qui tout ce projet n'aurait pas lieu. Alors, un grand merci à vous tous, chers commanditaires. Et maintenant, place à cette entrevue inspirante. Bonjour à cette nouvelle grande discussion pour entrepreneurs. Chaque fois, on essaie, l'équipe d'Alias Entrepreneurs et moi-même, de trouver des histoires inspirantes qui peuvent s'adresser à différents personas de nos membres, c'est-à-dire différents profils de membres d'Alias Entrepreneurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une histoire drôlement inspirante pour tous ceux qui ont déjà été à l'emploi d'une entreprise et qui se sont dit un jour, ça y est, moi, je suis prêt, je fais le grand saut pour l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on a une star de ce domaine-là, une star de ce profil-là ou de ce cheminement-là, en la personne de François Dion, PDG de Lévio. François Dion, bonjour, comment ça va, François? Hey, bonjour Serge, ça va très bien, merci. Et toi-même? Super bien aussi. Puis je dois dire, je suis très content de te recevoir et surtout très content aussi de découvrir ton cheminement avec les auditeurs d'Alias Entrepreneur parce que je dois te confier que je ne connais pas ta feuille de route au complet. J'ai lu ta bio, évidemment, là, qu'ils nous ont fourni à l'interne, mais j'ai plein de questions pour toi là, pour essayer de décortiquer là, tes motivations, tes étapes importantes pour arriver là où tu es arrivé avec Lévio. Parle-nous un peu de Lévio, là, ça fait quoi? Ça ressemble à quoi comme organisation? D'abord, ça fait quoi? Puis après, ça ressemble à quoi en termes de taille? En fait, Lévio, c'est une entreprise qui fait la transformation numérique des organisations. Donc, on est vraiment une entreprise de consultants qui vient s'allier comme partenaire à des grands donneurs d'ouvrages, surtout des grands, là, des institutionnels, des assureurs, des banques, des grands ministères organismes, des télécommunicateurs. Puis, on les aide à transformer leurs opérations, faire évoluer leur modèle d'affaires, d'utiliser le biais de la nouvelle technologie pour offrir des services, je dirais, renouvelés à leur clientèle. Hein. On le sait aujourd'hui, les clientèles veulent avoir accès à l'information instantanément, ils veulent avoir accès à des libres services, ils veulent utiliser le biais du numérique pour transiger avec ces différentes grandes organisations-là. Donc, c'est un peu nous ce qu'on vient faire et on l'accompagne le client là, de l'idée jusqu'à, je dirais, la collecte des bénéfices pour faire ces transformations-là, c'est-à-dire l'idée, donc la réflexion du nouveau modèle d'affaires, et après ça, bien, toutes les phases d'architecture, de réflexion, puis après ça, la mise en œuvre, la construction jusqu'à l'atterrissage dans les opérations. Fait que ça, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, Lévio, c'est près de 2000 personnes qui travaillent à exécuter la mission, réparties dans différentes géographies, un peu à travers le Québec, évidemment. On a une place d'affaires à Toronto, on en a une autre aussi dans les Maritimes. On a 2 bureaux aux États-Unis et on a 2 bureaux, je dirais, internationaux, un au Maroc et un en Inde. Un en Inde? Oui. Wow! Alors, écoute, c'est quand même pas rien, là, 2000 personnes réparties dans tous ces bureaux dans le pays. Et ça, c'est une histoire qui a démarré quand, Lévio, relativement récemment, là, moins de 10 ans. Ben, en fait, ça a démarré, on a incorporé la compagnie fin 2013. Les opérations ont démarré en janvier 2014. Donc, on peut dire qu'on est 8 ans et demi de fait. On est en train de compléter notre 9e année. Oui, effectivement, ça s'est fait rapidement.
Ben, c'est assez extraordinaire, puis on va y revenir. Je suis convaincu que les auditeurs ont envie d'entendre parler de cette histoire à succès et de comment tu t'y es pris pour partir une business et de la monter à 2000 personnes en moins de 10 ans. C'est quand même très impressionnant. Mais on va revenir à la base de ton cheminement, François, si tu me le permets, pour reculer, je dirais, au tout début, parce que c'est bien aussi pour les gens de comprendre l'origine de l'entrepreneur et de ses influences quand il était jeune pour voir justement avec quoi je dois me nourrir, moi, comme entrepreneur en devenir ou est-ce que je ressemble à ça, moi? Tu sais, des fois, on se fait un profil, on se dit, on est à 35 ans, 40 ans, j'étais un imposteur, j'ai pas eu le bon background. Puis on écoute un François Dion, puis on se dit, oh my God, je ressemble à ça, moi, tu sais. Puis si c'est possible pour lui, ça peut être possible pour moi. Alors, il ressemble à quoi, François Dion, quand il est adolescent? Il vient dans une famille d'entrepreneurs? Comment ça se passe? Ah non, pas du tout. Moi, premièrement, je viens de Sherbrooke, centre-ville de Sherbrooke, deux enfants, un frère plus jeune, un frère qui est déficient intellectuel. Mon père est un travailleur d'usine, ma mère est une femme à la maison, mère de famille, et puis, je dirais, un milieu très modeste, on va dire ça comme ça. Puis j'ai toujours eu l'attrait, moi, pour l'entrepreneurship. Dès que j'ai été jeune, ça a été partie intégrante de moi-même. J'ai démarré, je me souviens encore à Sherbrooke, il y avait le journal La Tribune. Puis dans le fond, j'avais la première run de Tribune que je roulais à 8 ans, mais rendu à 10, 11 ans, mais j'en avais 2, 3. Puis quand il y avait des jeunes qui venaient me voir et ils voulaient avoir un job, c'est moi qui sous-traitais les runs de Tribune dans mon quartier. Fait que ça a commencé comme ça, mais ça a été partie prenante, je dirais, de ma vie. J'ai eu, dans le temps que j'étais à l'université, j'ai parti une entreprise en peinture de bâtiment. J'ai, après ça, parti une firme d'informatique. Donc, c'était plus, en ce moment-là, on voulait ouvrir des kiosques informatiques. On n'avait pas encore les cellulaires avec l'accès, je dirais, à nos cellulaires dans des restaurants, dans des lieux publics. C'était le temps des modems qui connectaient en dial-up. Donc, on s'était dit, ça, je faisais ça avec mon beau-frère. On s'était dit, ben, ça serait intéressant d'avoir des machines connectées dans des lieux publics où les gens vont mettre de l'argent dans un gobsou, puis on va débloquer le périphérique. Puis s'ils veulent avoir accès à la toile pour de l'information concernant le sport ou n'importe quoi d'autre, on va leur offrir ça. Fait que j'ai eu l'occasion de vivre différentes expériences entrepreneuriales avant de joindre une grande entreprise. Tu étudies dans quel domaine, François? Tu as parlé de l'Université de Sherbrooke. Tu étais dans quel domaine quand tu étudiais? En fait, je suis originaire de Sherbrooke, mais j'ai étudié à l'Université Laval. OK. J'ai étudié à l'Université Laval en administration des affaires. Et pour les Européens qui nous écoutent, et essaient de situer ça, imaginez-vous, il est originaire de Sherbrooke, il a étudié à l'Université Laval qui est située à Québec. Alors, ne cherchez pas à comprendre. On suit, hein, à cet âge-là, quand on est jeune, on suit. Donc, ma conjointe a déménagé vers Québec pour suivre son programme. Puis moi, ben, j'ai dit, garde, pas de problème, je peux suivre le cours en administration n'importe où. Donc, tu as complété un bac en admin, c'est ça? Un bac en administration des affaires de l'Université Laval. Puis on a toujours des options dans ça. Moi, j'ai été attiré par deux options. C'était le management, puis évidemment les systèmes d'information. C'est là-dedans que j'ai étudié. OK. Puis donc, à sortie d'école, tu trouves un emploi dans une grande boîte en partant? Non, moi, dans le fond, dans le parcours, j'ai été officier de réserve. Donc, ça, c'est intéressant de dire ça. Fait que j'ai fait à l'âge de 17 ans, j'ai trouvé que c'était une super opportunité qui m'a été présentée. C'est un cousin qui avait fait ses cours d'officier d'infanterie qui m'a fait découvrir l'opportunité. Donc, j'ai joint la Défense nationale, au départ à Sherbrooke. Par la suite, ça a été du côté de Québec. Mais la réserve, vous savez, c'est des militaires qui font le métier à temps partiel. Ouais. Ils suivent les mêmes cours que les officiers de la régulière. Donc, j'ai eu l'occasion de faire mes cours de leadership, d'infanterie avec les gens de la régulière à Gagetown durant l'été. Donc, l'été de mes 17 ans, l'été de mes 18 ans, l'été de mes 19 ans. Puis, suivre ce programme de formation-là a été exceptionnel pour moi. Puis après ça, ben, durant l'hiver, durant que tu vas à l'école, ben, tu travailles, si on veut, dans ton régiment et tu es rémunéré. Donc, ça te permet de financer tes études. Donc, ça a été quelque chose que j'ai fait. Puis après mon bac, on a des opportunités dans ça d'obtenir des contrats avec des contrats qu'on appelle ça momentanément des classes B ou des classes C, mais tu réussis à avoir un contrat à temps plein avec les forces régulières dans un quartier général ou autre. Et moi, je suis allé faire un an avec
quartier général de la défense du Québec pour les simulateurs d'aide à l'entraînement. Donc, comment on utilise les technologies pour entraîner les troupes. Fait que ça a été début des années 90. Fait que j'ai fait ça. J'avais mon entreprise de peinture en bâtiment, dont je vous ai parlé tantôt, que je voulais parallèlement à mes études, parallèlement à ça. Entreprise d'informatique que j'ai ouvert un peu plus tard. Puis c'est arrivé vers la fin des années 90, 98, si ma mémoire est bonne, que j'ai eu par une rencontre que j'ai faite avec quelqu'un qui m'a dit qu'il était lié au militaire, mais qui travaillait, lui, à l'époque, dans une des grandes firmes québécoises en consultation, qui dit, écoute, il dit, tu as l'air d'avoir un profil intéressant, ça serait pas mal le fun que tu te joignes à mon équipe et que tu viennes travailler avec nous autres. Puis là, c'est là que l'aventure a commencé pour moi, je dirais, dans un marché du travail, dans une grande entreprise. L'entreprise en question, c'était LGS, c'est ça? Oui, à l'époque, c'était LGS. LGS qui a été acquis par CGI, n'est-ce pas? Non, par IBM. Ça a été Par acheté IBM? OK. IBM en 2000. Donc, moi, j'ai rentré en 98 chez LGS comme responsable de projet. J'ai travaillé avec... c'était à l'époque, on mettait en place le régime, le RDPRM. Donc, le registre des droits personnels et réels mobiliers au ministère de la Justice. Imaginez-vous, en 98, c'était déjà quelque chose qui permettait d'aller consulter sur Internet des données qui étaient relativement à des hypothèques mobilières qui étaient dans un ordinateur central, puis de payer pour ces services-là à travers une carte de crédit sur le web. Puis, on pouvait publier, donc les professionnels pouvaient publier les réquisitions à travers un logiciel. Il y avait une disquette, ils mettaient ça sur leur ordinateur, puis ils installaient le logiciel. Puis après ça, bien, ils signaient, chiffraient avec une clé, une infrastructure à clé publique pour s'assurer qu'il y avait vraiment une date heure minute d'expédition puis la non-répudiation des transactions. Donc, vraiment, c'était intéressant. Ça a commencé par ce dossier-là. Puis, j'ai fait ça pendant une couple d'années. Après ça, ça a été d'autres, évidemment, plusieurs autres. François, je te coupe parce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans ton histoire, puis je tiens à le souligner, mais c'est remarquable, tu es un travaillant. Hein? Souvent, les entrepreneurs, ils se disent c'est des gens, des bourreaux de travail, puis quand on part en business, on se fait dire hey, tu vas travailler fort. Mais on voit chez François Dion déjà l'amour pour l'intensité, je dirais, parce que tu avais une business de peinture en étant étudiant pour le programme militaire. Ensuite, tu as une autre business d'informatique. Tu complètes ton bac à travers tout ça. Bref, tu n'es pas ce qu'on appelle un tranquille, là, mais plutôt un hyperactif. Tu es quelqu'un qui est pas mal dans l'action. Est-ce que je me trompe en disant que ce caractère-là ou ce trait de caractère-là t'a suivi aussi le reste de ta carrière? Non, je pense que tu as bien lu le personnage. Effectivement, là, j'aime beaucoup de choses, faire beaucoup de choses en parallèle, puis j'aime ça quand ça bouge. Donc, effectivement, ça m'a suivi toute ma carrière. Alors ce trait-là, plus ta vivacité d'esprit, ton désir de faire de l'innovation, parce qu'il faut aussi dire, pour ceux qui connaissent un peu moins l'histoire de la technologie, mais en 98, là, c'est une formidable période de l'économie numérique, puisque dans ce temps-là, il y a un phénomène qui s'appelle le bug de l'an 2000 qui s'en vient et qu'il y a beaucoup d'argent qui se dépense par les grandes entreprises pour préparer leur système au passage à l'an 2000. Faire l'histoire courte, 1998, c'est plus grand que 97. 99, c'est plus grand que 98, mais 00, c'est plus petit que 99. Alors, tous les systèmes de tri qui gardaient les années avec juste les 2 derniers digits du siècle, en fait, là, ben, ça ne marchait plus. Alors, il fallait refaire et reprogrammer ces affaires-là. Beaucoup d'informatique qui a dû être revue et corrigée. Beaucoup d'argent a été dépensé 98, 99 et 2000. Puis en 2000, boum, ça a frappé fort. On a appelé ça le dot-com crash. Et à partir de 2000 jusqu'à la fin 2001, là, c'était une économie numérique qui est tombée littéralement, là, un peu comme on observe actuellement là, pour beaucoup d'entreprises technologiques où les valorisations boursières ont fondu là, de 80% dans les 6 à 12 derniers mois. Là. Ben, c'est un peu la même chose qui s'est passée dans ces années-là. Et c'est à ce moment-là que François Dion, lui, rentre dans la grande game des consultants chez LGS. Alors, quel genre d'emploi tu occupes à l'époque chez LGS? Quelle fonction tu occupes? Donc, à l'époque, j'étais vraiment chargé de projet. Je travaillais aussi au développement des affaires, mais j'étais chargé de projet. Puis c'est intéressant ce que tu expliques, Serge, parce que dans le fond, LGS, ça fitait bien avec moi, parce qu'il avait pris la décision à l'époque de ne pas prendre de mandat dans l'an 2000. Donc, on était exclusivement dans le web. Donc, déjà très précurseur dans la nouvelle technologie
au service, je dirais, de l'amélioration de la productivité des organisations. J'ai parlé du RDPRM, mais plusieurs ont suivi. Bureau des infractions et des amendes pour permettre le paiement des infractions via le téléphone cellulaire ou via le web. Après ça, le régime québécois d'assurance parentale, les permis photo de la Société d'assurance automobile, etc., etc. Donc, ça a été vraiment de la gestion de projet au départ, de vendre, donc faire des propositions, rencontrer les clients, vendre les services. Après ça, ben, c'était la gestion des contrats, la gestion des ventes, la gestion de l'ensemble des projets. Puis rapidement, je dirais, milieu des années 2004-2005, chef des opérations du bureau de Québec pour en prendre la direction, là, je dirais, fin des années 2000, début des années 2010. Fait que ça a été pas mal ça le cheminement. Puis, et je te demanderais, François, deux grandes leçons que tu retiens de ton passage à l'école militaire qui t'ont servi par la suite dans ta carrière chez LGS. Je ne parle pas encore de Lévio, là, je parle vraiment là, de qu'est-ce que tu as appris dans le militaire, puis deux, ça peut être trois, quatre, là, mais quelles sont ces grandes leçons que tu as apprises dans le militaire que tu as pu appliquer? Parce que je connais la réponse, même si je ne t'ai jamais parlé, je l'ai entendu ailleurs, j'ai côtoyé d'autres gestionnaires. J'ai hâte d'entendre ta propre réponse, mais je suis convaincu qu'elle va sembler à celle que j'ai déjà entendue chez d'autres gestionnaires chevronnés qui ont justement appliqué ces leçons-là. Alors, je te la pose. Quelles sont ces leçons? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Mais tu sais, d'abord, on peut déjà dire que tu apprends assez rapidement que tu ne peux pas rien faire tout seul. Les cours de leadership que tu fais, tu es tous des élèves officiers. On est tous le même rang, on est tous des candidats officiers. À tour de rôle, on devient le chef du groupe. Puis là, on est évalué. Puis nos collègues deviennent finalement, jouent les autres positions dans le peloton ou dans le groupe que tu apprends à diriger. Donc, si tu es un chef qui est un mauvais chef qui travaille mal avec les autres, ou tu es un suiveur quand c'est ton collègue qui est en charge, toi, tu es là pour l'aider ou pour l'exécuter, mais que tu traînes les pieds, comme on dit, là, bien, assez rapidement, tu ne réussiras pas à créer je dirais, ton lien avec l'équipe, puis tu ne réussiras pas quand tu vas être en charge, les gens ne voudront pas te suivre. Donc, tu apprends cette dimension-là d'avoir que quand tu es responsable d'une tâche pour le service de quelqu'un d'autre, que c'est lui qui est évalué, il faut que tu contribues, que tu donnes ton 100 Puis quand tu es le chef, il faut que tu aies du jugement et du discernement pour les gens qui travaillent avec toi, pour être capable de faire des plans qui sont, je dirais, réel et correct pour le monde. Donc, cette dynamique-là d'équipe, de comprendre que c'est un rouage et que ça travaille ensemble, puis tu vas être beaucoup plus fort si tu réussis à rallier tous ces gens-là. Ça, tu l'apprends très rapidement. Tu apprends des choses aussi simples que, dans le fond, mieux vaut un plan correct. OK? Donc, avoir le momentum, un plan correct au bon moment qu'avoir un plan parfait trop tard. Donc, savoir bouger, savoir trouver le meilleur plan dans le contexte à l'intérieur je dirais, d'un court délai, d'un délai raisonnable, de se mettre en action, d'exécuter et de savoir ajuster ce plan-là. Parce que tu ne peux jamais tout prévoir. Tu vas avoir des événements quand tu fais une avance ou tu fais une embuscade ou tu le vis sur le terrain, il se passe toujours quelque chose qui est imprévu. Donc, il faut que tu sois capable de t'ajuster et de réagir à ce que tu vois. C'est des choses de ce type-là. Tout le processus d'analyse, je dirais, c'est le processus d'analyse pour faire une décision, pour faire un plan. Donc, d'être méthodique dans l'analyse, d'évaluer les options, d'évaluer l'option toujours comprendre l'option la plus probable, l'option la plus dangereuse de ce que va faire le contexte, l'environnement, l'ennemi, la situation, qu'est-ce qui va arriver dans le théâtre. De faire un plan pour l'option la plus probable, mais d'avoir toujours des contingences pour l'option la plus dangereuse. Ça fait partie de la gestion de risque, qu'on appelle ça la gestion de risque dans nos entreprises. C'est tous des éléments de base que j'ai acquis rapidement grâce à cette formation-là, puis cette chance-là que j'ai eue de côtoyer le militaire. Ben, puis c'est le fun qu'on en parle, François, parce que justement, ce passage-là pour toi, au militaire, très jeune, a formé, je dirais, des aptitudes au management qui sont drôlement importantes. Et on oublie, quand on étudie le management,
je dirais même le management encore contemporain, là, mais que les grandes pratiques de gestion viennent des succès militaires des années 50 là, ou 40-50. On n'a qu'à penser à une mission d'entreprise. Mission d'entreprise, ça vient d'une mission ultimement militaire. On pense à la gestion du risque, gestion des contingences, stratégie. C'est tous des concepts qu'on a utilisés dans le militaire et qu'on a transposés dans la gestion des organisations. Alors, bien comprendre que les écoles de formation militaire, ça peut être drôlement une bonne école de formation pour le management. Puis d'autre part, s'inspirer de ce que tu viens de dire, François, tu sais, que si moi je t'écoute, puis j'ai pas l'intérêt d'aller dans une école militaire, ou j'ai pas le temps, ou j'ai plus l'âge, ou whatever, ben il y a une chose qui est claire, je vais d'abord aller commencer à me renseigner sur c'est quoi le leadership, hein, c'est comment gérer des équipes, comment motiver, mobiliser des équipes. C'est un des traits que François Dion a dit, ça c'est ce que je retiens de mon passage à l'école militaire. Mon deuxième grand trait, c'est d'être capable d'agir sans attendre d'être parfait. Donc, cette capacité de prendre action sans avoir tous les éléments bien préparés, ça aussi, il y a un trait de caractère très, très fréquent chez les entrepreneurs. Ils n'attendent pas que tout soit en place pour partir. Ils partent, puis ils vont corriger along the way. Puis, le troisième trait que tu as certainement relevé, que j'adore aussi, qui est la méthode d'analyse. Tu sais. On va parler là, du business canvas, on va parler du KISS, le Keep, Improve, Start and Stop. On va parler du SWOT, hein, force, faiblesse, opportunité, menace. Tout ça sont des méthodes. Trouvez la bonne, mais prenez une méthode et répétez-la de façon à ne pas oublier des éléments importants dans le processus de réflexion. Et ça, ben, je trouve que c'est des bases importantes que tu soulèves et qui sont aujourd'hui, je suis convaincu, la base aussi du grand entrepreneur et peut-être même de la culture entrepreneuriale des dirigeants de Lévio. Je me trompe en disant ça? Ben, c'est sûr que la culture des dirigeants chez nous est une culture d'intrapreneurship. Et puis ça, c'est beaucoup cultivé dans l'intérieur de Lévio. Mais juste avant qu'on embarque sur ce point-là, j'aimerais vraiment le souligner, puis je pense que tu en as fait état, Serge, quand tu as commencé à parler. C'est une opportunité incroyable que les jeunes d'aujourd'hui devraient explorer. Je ne dis pas qu'ils doivent la suivre, mais devraient l'explorer, particulièrement avec les forces de réserve. Parce que quand tu as 17 ans, il n'y a pas grand job qui vont te donner ou qui vont te faire travailler, là, puis qui vont te former à ça, qui vont te donner la chance d'expérimenter puis de mettre en pratique, je dirais, l'art du leadership puis de comment structurer tes idées, structurer ta pensée. Puis ça, ben, les forces le permettent pour des jeunes. Puis les forces de réserve, mais tu n'es pas obligé de donner du service après. Tu restes à temps partiel pour si tu le veux, si tu le souhaites, mais tu n'es pas obligé d'aller outre-mer ou de faire des missions ou de faire des... Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis je sais qu'actuellement, ça recrute beaucoup. Donc ça, c'est intéressant, c'est important que les gens au moins le sachent que ça existe. Ah ouais. On a l'avantage en plus de vivre dans un pays où c'est pas forcé. Alors, des fois, on se dit, ah, c'est pas forcé, donc j'irai pas. Je suis pas obligé d'y aller, mais c'est de manquer une très belle opportunité d'éducation. Moi, tous les gens que j'ai côtoyés qui ont fait leur service militaire ou qui ont fait leur formation académique militaire parlent avec beaucoup d'éloges des cours de leadership qu'ils ont reçus là-bas, des cours de stratégie, de décision, carrément des cours de gestion, ultimement. Là, alors, j'en ai côtoyé quelques-uns qui sont très... qui sont des entrepreneurs et dans certains cas, des gestionnaires extrêmement performants qui viennent de l'école militaire. Alors, je vous invite, moi aussi, à considérer ça si vous êtes très jeune actuellement à écouter le podcast. François, tu es chez LGS et à un moment donné, il te passe une vibration cardiaque, là, un éclair de passion là, qui vient transcender ton cheminement LGS et qui te dit « Hey, faut que je parte mes affaires à mon compte, là, je veux... Alors, c'est quoi ce moment-là? C'est quoi la motivation là, qui décide de breaker ta carrière chez LGS et de te lancer toi-même à ton compte? Ben, j'étais sur un Y très clair. Là. La carrière était bien lancée. L'entreprise puis le propriétaire qui avait acquis m'offrait de prendre la présidence du groupe puis une job d'exécutif pour le propriétaire pour l'ensemble du Québec. Puis j'avais en même temps, je voyais tout ça, toute cette opportunité-là avec les processus qui venaient avec, puis la grande entreprise, puis l'histoire de la grande entreprise où là, bien évidemment, c'est une entreprise américaine qui a acheté LGS, donc avec tout ce qui vient avec la culture américaine et tout ça. Puis je voyais aussi poindre sur le marché
une ère de changement. Je sentais que la transformation des organisations allait s'accélérer. Je l'ai parlé tantôt. Moi, j'ai été dans le web dès 98, puis après ça, j'ai nommé quelques projets, mais ça a été comme ça jusqu'en 2013. Puis tous les gros projets qui étaient difficiles, puis qui avaient des dates, puis d'échéances serrées et tout ça, qui avaient des projets de loi, c'est souvent mon équipe qui en héritait parce qu'on aimait ça, ces projets-là, on voulait les faire arriver. Donc, mais on avait eu l'occasion d'expérimenter la technologie, mais moi, ce que je voyais, c'est que cette technologie-là, là, elle s'en venait encore plus performante. Début des années 2013, fin des années 2013, début 2014, ça s'accélère. On voit les mobiles maintenant qui vont être de plus en plus utilisés, et aujourd'hui, on le voit. On se rend compte des réseaux de télécommunications qui s'accélèrent avec des échanges de données de plus en plus rapides, de moins en moins chers, la capacité de stockage dans le cloud, capacité de mettre en place des IoT ou des objets connectés qui amènent l'information dans le cloud, capable de rouler des algorithmes, beaucoup plus de data pour être capable de faire des analyses prédictionnelles, de rouler de la pertinence. Alors moi, c'était clair que ça offrait une opportunité de transformation. Puis pas juste une opportunité de transformer la TI, mais une opportunité de transformer les modèles d'affaires. Donc ça, je voyais arriver ça, puis je me disais que ça va s'accélérer. Je me suis dit, donc cette deuxième patte du Y-là, c'était l'opportunité de dire, est-ce qu'il existe actuellement sur le marché au Québec, près de chez nous, peut-être même au Canada, une entreprise qui est vraiment capable d'aller s'insérer dans l'écosystème près des grands donneurs d'ouvrages, comme un partenaire affaires, donc d'industrie, avec des experts de l'industrie et TI, qui va s'allier à lui pour réussir cette transformation-là. Puis moi, je me disais, ben, ça va s'accélérer, puis à un moment donné, ça va devenir probablement un do or die. Puis là, ça va devenir un passage obligé. Et à partir de là, ben, les joueurs vont chercher de l'aide. Et si on est le joueur qui amène cette aide-là, on se différencie, on se démarque des autres consultants qui existent parce qu'on a cette capacité à faire et TI-là et cette capacité d'être en partenariat, je dirais, Serge, avec les gens qui se transforment. Quand je dis un partenariat, c'est-à-dire de mettre du skin in the game à leur côté, là, puis de dire on va vous accompagner du début de l'histoire à aller jusqu'à la collecte des bénéfices. Fait que j'ai dit, ouais, ça, c'est une option. Fait que nous, ça nous tente ça me tente de la capturer. Puis c'est sur cette prémisse-là que j'ai dit, OK, je vais prendre ce Y-là, je vais faire un X sur la promotion, puis je vais me lancer dans l'aventure. Bon, ben, ça a été quelques discussions probablement avec ma blonde. On a 3 enfants, puis on n'est pas indépendant de fortune, fait que tu prends un bon risque, il va falloir que tu t'assures que ça marche. Et que j'ai pris le défi. Ben, parle-nous de ça. Je trouve ça intéressant que tu mentionnes ta conjointe et ta famille dans cette décision-là parce que, effectivement, quand on part en affaires à 22, 23 ans, on est tout seul, mais quand on part en affaires à fin trentaine, tu es rendu à quel âge à peu près dans ce temps-là? À ce temps-là, j'ai probablement 42. 42, bon. Début quarantaine, alors je n'étais pas bien loin, fin trentaine. Donc, début quarantaine, on est en couple, souvent on a des enfants, une famille, une maison. Et la plupart du temps, il est plutôt rare qu'on soit indépendant de fortune à ces âges-là. Alors, comment tu décides de faire ce grand saut-là? Puis comment tu décides d'assumer les risques qui viennent avec? Parce que, parlons-en, c'est un peu, c'est une décision qui est importante, là. Oui, ça en est une. Ça en est une. Mais premièrement, je l'avais suivi à Québec à partir de Sherbrooke. Fait que je dis, il va falloir que tu me suives à un moment donné dans quelque chose. Fait que, non, blague à part, je pense que c'est important la complicité dans ça. C'est important la complicité. On avait une très grande confiance en moi. Je me suis dit, dans le fond, si ça ne fonctionne pas, d'ailleurs, je n'envisageais même pas que ça ne fonctionne pas, mais c'était important pour ma blonde de l'entendre. Si ça ne fonctionne pas, je travaillerais bien, je me trouverais bien une job à quelque part. Là. On m'offre la promotion aujourd'hui, j'en aurais bien une autre. Ça va, c'est pas un problème. Mais j'avais aussi une passion très claire que ça marcherait, puis une indication que j'avais vraiment une conviction que ça fonctionnerait. Fait que ma blonde a dit, t'as l'air vraiment sûr de toi. Puis la famille, on dit, ben garde, go, fais-le. Puis ça a été 2 ans et demi sans salaire, puis on fait un chèque, puis on a investi. Fait qu'à ce moment-là, bon, on s'est serré à ceinture tout le monde, puis on a embarqué dans l'aventure. C'est le fun que tu dises ça. Il y a un homme que j'admire beaucoup qui nous a quittés l'année passée, qui s'appelle Jean-Marc Chaput. Et M. Chaput était un grand conférencier motivateur très connu au Québec. Et je l'ai connu, moi, je l'ai côtoyé personnellement. Puis il me disait un jour, il a fait faillite, lui. Puis quand il avait fait faillite, il était
évidemment bien débiné avec ça, là, très démotivé avec ça. Puis sa femme qui appelait maman, il lui avait dit, maman, il avait dit, Jean-Marc, voyons, tu n'as pas tout perdu. En fait, tu as encore tout ce que tu avais avant, tu l'as encore. Ça s'appelle Jean-Marc Chaput. Tout ce que tu as, tout ce que tu avais comme talent, tout ce que tu as comme capacité, c'est encore là. Tu as juste perdu de l'argent, mais tu es capable d'en faire. Tu l'as fait dans le passé, tu vas être capable d'en faire dans le futur. Et Jean-Marc disait bien humblement, sacrifice, elle avait raison, maman. Tu sais. Puis je trouve que c'est le fun parce que ce que tu racontes, c'est exactement la même affaire. Tu sais. Tu pars en affaires, tu sais, on a pris 2 ans et demi là, à se serrer la ceinture, pas de salaire, donc on a gagné, on a travaillé sur le vieux gagné, on a passé. Mais tu as aussi dit, puis si ça ne marche pas, même si c'était pas une option que ça ne marche pas, si ça ne marche pas pareil, ben, je suis encore là, puis je vais me trouver une job. Et ça, c'est important de s'en rappeler. Quand on part en affaires, on a encore la même valeur. Puis sinon, une meilleure valeur même après 1 an, 2 ans, 3 ans de parcours entrepreneurial parce qu'on a des écueils, on a des challenges qu'on a traversés. Alors ça c'est important de s'en rappeler ça, quand ça vient le temps de sauter dans l'aventure, qu'on ne va pas diminuer de valeur personnelle, bien au contraire. C'est un point vraiment important. Puis, c'est vrai aussi quand on est en train de faire notre carrière, parce que tout au long que j'ai fait ma carrière en informatique dans les premiers 10-15 ans, je travaillais, puis tantôt je faisais remarquer que j'aimais ça travailler dans plusieurs angles en même temps, mais je me donnais vraiment beaucoup les fins de semaine d'implantation, comprendre comment les architectes de systèmes codaient les systèmes, m'impliquer dans ces réflexions-là, comprendre les ventes, me coller au meilleur directeur de projet pour me développer et avancer. Puis à chaque fois que je faisais ce temps-là, je mettais des heures d'extra pour apprendre ça, je mettais du temps. Ben, le monde, il me disait, François, tu donnes beaucoup. Ouais, je ne donne pas beaucoup, je prends beaucoup. Je reçois beaucoup. Ça m'appartient après. Tout ce que tu acquiers comme connaissance, à chaque fois que les gens donnent un effort, un double effort dans n'importe quoi, comme entrepreneur, mais aussi dans leur travail, ben, ils en récoltent quelque chose, puis ça leur appartient, puis ça, personne ne peut les enlever, c'est à eux. Ouais, c'est une belle philosophie, puis c'est un beau message qu'on vient de porter sans l'avoir prévu, là, mais celui d'effectivement de l'acquisition de connaissances et d'expérience, quelque chose que tu peux pas perdre. Hein, c'est de l'expérience, tu gagnes, puis elle reste, puis les connaissances, tu peux pas désapprendre quelque chose que tu as appris. Alors, c'est effectivement une belle philosophie. Alors là, donc, 42 ans, on fait le grand saut, tu décides de partir tout seul, tu vas te chercher des partenaires. Comment ça passe, cette affaire-là? Ouais, moi, au début, j'ai incorporé la compagnie. J'étais censé partir avec quelqu'un. On s'avait fait un plan ensemble au mois de décembre. Puis finalement, pour toutes sortes de raisons, le temps des fêtes, la personne a réfléchi, a décidé de ne pas embarquer, pas suivre dans l'aventure. Fait que je me suis retrouvé en début janvier à démarrer mon premier dossier parce que dans le fond, j'ai eu un premier client. Il fallait que je trouve un premier client. Donc, j'ai eu un premier client. Puis ça a été Desjardins Assurance Générale qui faisait l'acquisition des opérations canadiennes de State Farm. Puis, c'était une transaction hyper stratégique pour eux autres, de grande envergure. Puis, dans le fond, c'est la plus grosse transaction que le mouvement Desjardins a faite dans son histoire. Puis, les gens m'avaient rencontré pour me dire, François, tu aimerais ça venir prendre le projet. Moi, j'avais dit, je peux bien y aller. Mais je veux juste vous expliquer, je suis disponible, mais je ne fais pas de la consultation autonome comme ça. Je pars une entreprise, ça va s'appeler Lévio. Lévio, ça veut dire rendre plus léger. Donc, une entreprise vraiment centrée sur la transformation des organisations, la génération du résultat quand vous transformez une business. Donc, affaires, donc la réflexion business, la réflexion TI, puis amener l'effort de tout le monde vers le résultat. Puis bon, ben, c'est ce que je veux faire. Puis bon, il dit, t'as combien de monde? Mais là, je dis, je suis seul. Ben, c'est pas grave, on va être bientôt 300. Fait que il faut que je commence à quelque part. Fait que, écoute, ça a fini par une entente de dire, ben, OK, François, viens prendre viens jouer un rôle. Au début, ça a été une des livraisons, la livraison de l'auto, de ce méga programme d'intégration. C'est un programme d'intégration des opérations de State Farm. Viens prendre la première livraison qui était une qui ouvrait la voie d'ailleurs à toutes les autres, qui était majeure. Puis, dans le fond, on a framé une entente où je pouvais amener quelques joueurs. Donc, j'avais une place pour amener avec moi, à l'intérieur du projet, du méga projet, d'amener une vingtaine de ressources stratégiques pour venir appuyer, parce que dans le fond, j'étais le directeur de la livraison. J'avais des consultants. CGI était le consultant principal qui amenait les ressources qui manquaient aux ressources internes de Desjardins. Mais vu que j'étais responsable, j'avais accepté de mettre aussi une partie de mes honoraires de chef de programme, de chef de livraison, je dirais, à risque en fonction du résultat. Ben, je vais toujours bien pouvoir amener quelques joueurs clés. Ça a commencé comme ça.
Donc là, j'ai pu, à ce moment-là, Serge, aller chercher des joueurs, des partenaires, des joueurs d'exception que je connaissais de par mes années passées, des gens qu'on se respectait mutuellement. Puis je les ai attirés avec moi, puis on a commencé à faire ce premier projet-là. On en a fait un grand succès, puis par la suite, Desjardins nous a m'a donné plus de responsabilités. Quand ils ont vu qu'on faisait un job incroyable, ils ont dit, ben, regarde, là, maintenant, tu veux t'occuper de l'ensemble du programme d'intégration? Ben, je dis oui, mais quand je fais ça, je ne m'occupe pas de ma business. Ben, ils ont dit, parfait, ben, tu vas pouvoir amener du monde parce que tu nous amènes du bon monde, mais viens prendre des morceaux de ce programme d'intégration-là. Fait que là, j'ai eu de la place pour grandir, donc partager un peu avec l'autre firme de consultants qui était là, les travaux à réaliser. De fil en aiguille, j'ai aussi récupéré quelques années après leur programme de transformation où ils changeaient tous leurs outils, tout leur système de back-office à l'intérieur de l'assurance de dommages. C'était un investissement de plusieurs centaines de millions. J'ai géré pendant 3 ans les deux, là, à la fin, là, pendant la fin du programme d'intégration et la transformation. Et évidemment, Livio avait gagné ses lettres de noblesse auprès de ce client-là. Puis on était le partenaire principal avec l'autre pour se séparer 50-50 l'ouvrage qui en découlait. C'est fascinant, François, de t'écouter parce que quand on parle, moi, je suis en capital de risque, peut-être que tu le sais, mais je fais beaucoup d'investissements dans des firmes de démarrage, des startups là, qui aspirent à des grandes ambitions internationales et on n'est pas intéressé d'investir dans les entreprises de services parce qu'évidemment, les entreprises de services, c'est des entreprises qui sont plus difficiles à leverager. C'est-à-dire que c'est plus difficile d'avoir et de connaître des croissances rapides et significatives. Puis à chaque fois que j'entends des histoires comme la tienne, je me dis, mon Dieu, tu sais, on a-tu manqué le bateau? C'était le temps d'investir dans des. Je connais Régis Desjardins, que tu dois connaître également de Cofomo, qui a une belle histoire de croissance également. Marc-André Poulain de Victrix, qui sont aussi des joueurs qui ont connu des belles croissances. Et à chaque fois, je me dis, c'est des business services pure play qui sont tout le temps un peu boudés par le domaine financier, mais qui fondamentalement sont d'excellents projets d'affaires. Donc, tous ceux qui nous écoutent et qui disent « Ah, je suis juste dans une business de service », dites pas ça, dites pas « Je suis juste dans une business de service » parce que les business de service, des entreprises qui peuvent faire du chemin longtemps puis qui peuvent être bien payantes, juste pour faire une petite mathématique sans que tu dévoiles rien, mais passer à 2000 personnes qui travaillent dans la compagnie et mettons que la compagnie génère juste 1000 $ de profit par personne par année, mais 2000 fois 1000, c'est 2 millions de dollars de profit. Là. Ça, c'est pas mal d'argent pour une petite business, là, entre guillemets, qui valait rien là, dans la tête de bien du monde. Puis je suis convaincu que votre entreprise, François, ton entreprise, génère probablement plus que 1000 $ de profit net par année par employé. Alors, c'est une business le business de service peut être une business très payante. Il suffit de bien faire les affaires, bien s'équiper, puis garder le cap à long terme. C'est pas un truc qui se développe en 2 ans. C'est un truc qui peut se développer rapidement. Là, on en a la preuve avec toi. Là, en moins de 10 ans, tu es rendu à 2000 employés. Évidemment, dans un secteur prometteur qui a de la croissance potentielle. Là, je ne suis pas sûr qu'on aurait 2000 personnes dans un service d'assistante exécutive en ligne, là, mais définitivement dans des services comme le tien, il y a cette place-là. Puis il y a cette place-là dans plein d'autres boîtes aussi. Là, on pense à Sidley au Québec, on pense à Cossette au Québec, qui sont dans le marketing. On pourrait penser à des boîtes dans les RH, des boîtes de consultants dans l'actuariat, dans la comptabilité. C'est toutes des boîtes de services, tout ça. Là. Et c'est des grandes boîtes aussi. Alors, ceux qui aspirent à créer des boîtes de services, là, gardez confiance. Là, il y a définitivement des possibilités de faire des belles organisations. Alors, François, donc, à travers ça, là, le premier mandat Desjardins, deuxième, troisième, on construit son équipe. On est rendu avec une centaine, 200, 300 peut-être personnes. Est-ce qu'à travers ça, tu as pris des partners? Comment tu as mis... Si tu as pris des partners, comment tu as fait ça? Puis comment tu as mis ça en place, les premiers partnerships? Hey, regarde, c'est clair que tu finis par si tu veux grandir et tu veux faire de la croissance, ça te prend des excellents partners. Ça te prend du monde avec qui dans qui tu peux avoir confiance. D'abord, il faut créer le sens sur l'histoire que tu veux atteindre. Moi, ça a été comme ça que je l'ai fait. J'ai toujours été clair sur où je voulais aller, ce que je ne voulais pas faire. Nous, c'était clair qu'on voulait être une entreprise avec des services, mais à valeur ajoutée. Donc, quand je dis à valeur ajoutée, ça veut dire qu'on ne voulait vraiment pas être celui qui fournit la personne, mais on veut fournir le résultat. Donc, on va s'engager sur le résultat, prêt à mettre des honoraires à risque. Donc, ça veut dire, ça demande, je dirais, des valeurs puis une capacité d'équipe accrue. Donc, ça prend des partenaires encore plus solides, prêts à porter ce risque-là. Quand je dis des risques, par exemple, Serge, si tu décides d'embarquer dans un projet
projet de 50 millions, puis que tu décides de le faire à forfait ou à partage de risque avec le client, bien, tu peux arriver à la fin puis dire on va faire 30 de profit, mais tu peux arriver à la fin aussi puis dire je vais perdre 2-3 millions. Ça, bien, il y a des entrepreneurs qui faisaient, quand on prend par exemple, les gens de la Beauce, Calam-Manac, groupe Calam-Manac, quand ils font un projet puis ils construisent un stade aux États-Unis, mais dans certains cas, les premières fois, donc la valeur ajoutée, ils arrivent dans le stade, mais ils peuvent se tromper, mais d'autres fois, ils peuvent faire un bon profit aussi. Donc, ça prend des gens très solides pour être capables de garantir le résultat. C'est vrai pour les systèmes informatiques également. Donc, moi, je me suis adjoint assez rapidement des partenaires qui avaient ces capacités-là, dans toutes les facettes que ça prend pour garantir le résultat. Donc, des gestionnaires de projets, des architectes évidemment de solutions, des architectes de logiciels, des architectes de données. Tu allé chercher toutes ces facettes-là, des gens après ça pour gérer, développer les affaires. Puis aujourd'hui, bien, de fil en aiguille, on les a intégrés comme actionnaires de la compagnie. Puis aujourd'hui, bien, c'est 162 de mes collègues qui sont actionnaires avec moi de Lévio. Wow! Wow, c'est impressionnant. Les 162, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, tes premiers partners? Puis peut-être après, on pourrait élaborer un peu, là, mais comment on choisit les premiers, mais comment on les met en place? Est-ce qu'on leur vend des parts? Est-ce qu'on leur donne des parts? Comment ça se passe? Chez Lévio, les actions, c'est pas quelque chose qui se donne, c'est quelque chose qui s'achète. Parce que dans le fond, ce qui est important, c'est de l'alignement. Donc, c'est du partage, c'est de l'alignement. Mais en même temps, ce qu'on veut, c'est que les gens, ils sentent qu'ils ont fait un chèque. Donc, vraiment un alignement d'intérêt et de préoccupation de tous les instants avec l'équipe, avec l'entrepreneur et avec les autres membres de l'équipe de direction. Au début, on a mis en place chez nous un plan d'action privilégié. Moi, j'avais inventé quelque chose, puis je le dis candidement pour le bénéfice des autres. L'entreprise est plus petite, puis des fois, ça fait peur à des professionnels de dire je vais faire un chèque puis je vais investir, mais si tout ça s'écroule, si tout ça tombe. Alors, j'avais fait des actions privilégiées, ça avait l'avantage, puis j'avais mis un programme qui permettait à l'action privilégiée de s'apprécier année après année entre 0 et 20 d'appréciation en fonction de la croissance des revenus puis de la profitabilité de l'entreprise. Puis, j'avais dit, ça ne peut pas faire moins. Tu ne peux pas reculer jamais. C'est sûr que si ça recule, c'est toujours l'action A qui va osciller, mais l'action privilégiée, elle va juste croître en fonction. Ben, une année, elle va faire 0 d'appréciation. L'année d'après, on va peut-être faire 20. Puis, ça, c'était quelque chose qui rassurait les gens. L'autre élément aussi, c'est qu'on disait, ben, les actions privilégiées, si jamais il arrive une problématique, toujours, ils vont passer avant les actionnaires ordinaires. Si jamais il y a un problème, c'est l'actionnaire ordinaire, c'est à moi. Vous allez passer en premier, puis vous allez. Là, ça a sécurisé le monde. Les premiers qui ont dû faire des chèques, ça a sécurisé les gens. On a roulé de même pendant 2-3 ans. Ça a permis ça nous a permis, on a vu ils ont vu qu'ils roulaient à peu près 16, 17, 18 d'appréciation sur leurs actions à toutes les années. Puis à un moment donné, ben, en 2000, je pense que c'était 3 ans après, 15, 16, 17. Ouais, 17-18, en entour de ça. Là, en 2018, là, j'ai offert, j'ai dit, on va ouvrir le capital. Ceux que ça l'intéresse, on va pouvoir faire un virement, convertir des actions privilégiées en actions ordinaires. Vous avez vu comment ça marchait. C'est rien de bien compliqué. Puis on a le plan avant nous autres, puis on va exécuter. Puis, fait que les gens ont basculé, puis sont devenus en actions, c'est devenu des actions ordinaires. Puis aujourd'hui, c'est exclusivement ça, les 162 dont je parle. Mais on a encore un programme d'actions privilégiées pour je dirais, les jeunes chez Lévio qu'on identifie comme étant des membres de la relève, qu'on veut vraiment, à qui on veut signifier notre appréciation. Ces actions-là, maintenant, c'est plus quelque chose qu'on donne aux gens. Elles ne s'achètent pas, les actions privilégiées aujourd'hui, contrairement à ce que j'ai dit tantôt. Les actions A, eux, s'achètent. Mais c'est pour signifier un jeune talent chez nous qu'on écoute. On pense qu'à long terme, là, dans l'organisation, tu vas être un joueur déterminant, tu as ta place, puis à un moment donné, on va t'appeler au capital A. Continue de te développer, puis tu pourras convertir ton action privilégiée avec nous autres plus tard, mais elle prendra de la valeur en attendant. Fait que c'est un peu comme ça que ça s'est fait. J'ai choisi les gens graduellement en fonction de ce qu'ils livraient. Puis j'ai eu des discussions des fois. Certains m'ont dit pourquoi que moi je ne suis pas invité. Ben, tu n'es pas invité parce que lui a fait ça, lui a fait ça, puis toi, tu n'as pas fait ça. Mais l'année prochaine, si tu le fais, on va t'inviter. Puis c'est des conversations qui ont toujours été simples. Moi, ça n'a jamais été. On n'a jamais eu de problème. Il y a des gens qui me disent comment tu fais pour gérer ça, 162 actionnaires. C'est d'une simplicité, oui.
Dans le fond, on ne veut pas d'investisseurs. Nous autres, dans l'entreprise, on veut les gens qui sont actionnaires, c'est des bâtisseurs. Donc, si tu es actionnaire et tu es bâtisseur, ça va bien. Si tu es un bâtisseur et que tu n'es pas actionnaire, bon, on va s'en rendre compte, on n'est pas fou, on voit clair, on va t'inviter. Puis, si tu es un actionnaire qui ne bâtit plus, bon, on va te racheter. Et tu vas pouvoir continuer à faire ta job de professionnel. Fait que c'est d'une simplicité, Louis, à gérer. Puis, le monde comprenne les règles du jeu, puis ça va bien. Dis-moi, évidemment, pour le bénéfice là, des gens qui ne connaissent pas trop les structures de gouvernance et tout ça, est-ce qu'on se ramasse, François, avec 162 partenaires qui prennent des décisions ou comment vous faites là, pour décider ensemble, là, tous les partenaires là, de la décision, l'orientation, les décisions stratégiques importantes? Comment vous gérez ça? Ben, ça a été, au début, ça a été quelque chose qu'il a fallu établir dès le départ parce qu'il fallait s'assurer que tout le monde avait la même compréhension des structures de gouvernance. Donc, les actionnaires, ce que ça fait, ça vient à réunion des actionnaires, ça permet d'avoir les résultats de l'entreprise, ça permet de voir le rapport du président, ça permet de faire les votes sur un certain nombre de choses qui relèvent de leur type d'action. Mais après ça, c'est le conseil d'administration qui va nommer les dirigeants, puis qui va prendre les décisions quant aux dirigeants de l'entreprise. Puis les dirigeants de l'entreprise, ben, ils vont opérer l'entreprise, puis ils vont prendre des décisions au fil de l'eau. Fait que ça ne veut pas dire que parce que tu es un actionnaire, demain matin, que tu vas te mettre à prendre les décisions au bureau, puis qu'il y en a 162 qui rentrent le matin et qui donnent des directives à tout le monde. Tout le monde a un rôle à jouer. C'est un modèle de travail, de collaboration, les Vio, d'abord et avant tout. Et tout le monde joue son rôle dans le modèle en fonction de son talent, de ses aspirations, du goût qu'il a, puis de ce que l'organisation lui confie comme mandat. Écoute, évidemment, je connais bien les structures de gouvernance, là, mais je voulais quand même démystifier pour les gens qui écoutent l'histoire et se disent, oh my God, on est 3 chez nous. Si jamais on était 2000, comment je vais gérer ça? Parce que j'ai un paquet de troubles à 3 partenaires. Comment ça va être à 160? Ben, je pense que c'est important de bien comprendre les distinctions des chapeaux à porter. Et ceux qui ne sont pas trop familiers, allez écouter sur Alias Entrepreneur. Là, j'ai déjà fait des capsules sur les chapeaux, les multiples chapeaux à porter à titre d'entrepreneur. Là, puis on en parle justement là, du chapeau de l'actionnaire, du chapeau du conseil du membre du conseil d'administration, donc le chapeau d'administrateur, le chapeau d'employé, le chapeau de dirigeant. Ce sont des chapeaux différents qu'on doit porter, puis prendre des décisions avec chacun de ces chapeaux-là. C'est important de bien en connaître les nuances et les distinctions. François, c'est super intéressant, ça, ces trucs de gouvernance-là. Mais ça m'amène à une prochaine question qui est comment on mobilise maintenant 2000 personnes? Parce que là, je comprends bien là, qu'on met en place une structure de gouvernance pour garder le partage d'actionnariat, pour garder les employés clés en place, puis garder une rétention, puis une loyauté de ces gens-là, mais mobiliser dans une même direction 2000 personnes, comment on arrive est-ce qu'on part de la tête puis on descend, ou est-ce que ça part de la base puis ça monte? Est-ce que ça part dans 2 directions, dans 3, 4 directions? Comment on mobilise 2000 personnes? D'abord et avant tout, chez les Vio, on n'a pas de hiérarchie. Okay? Donc, on n'a pas, ça c'est un autre élément. Quelqu'un qui rentre chez nous cherche l'organigramme, il n'en trouvera pas. Donc, chez les Vio, c'est un modèle opérationnel. C'est un modèle opérationnel, puis le monde, il y a déjà des gens qui m'ont dit, François, toi, t'es 500, quand tu vas être rendu 1000, il faut que tu penses à mettre en place un organigramme. Puis, un organigramme, je dis, ça crée des cases, ça crée des espaces où les gens n'ont pas de place à bouger. Donc, nous, on a plutôt un modèle opérationnel où il y a des rôles et responsabilités, évidemment, avec une cascade dans ces rôles et responsabilités-là, des engrenages. C'est comme une roue. Chacun a son rôle à jouer, mais il faut que ça fonctionne ensemble en fonction des résultats qu'on veut atteindre. Mais ça, c'est important, je pense, dans le système de mobilisation. Donc, ça amène beaucoup de nécessité de collaboration. Ça prend une culture de collaboration forte au sein de l'entreprise. Et ça, nous autres, on la stimule énormément. Je la stimule, entre autres, avec des mécanismes comme la philanthropie. Serge, on utilise, nous, Centraide, énormément comme étant un outil je dirais, pour insuffler, faire vivre, faire comprendre, ressentir la valeur de collaboration nécessaire à notre entreprise. Quand les gens font un chèque à Centraide pour donner un coup de main, s'entraider, entraider les gens dans la collectivité, ben, ils ressentent quelque chose, hein, ils font un chèque. Quand tu fais un chèque, normalement, c'est facile la corde à être tirée et ressentie. Or, juste le dire, ben, on se donne de l'aide, on lève la main quand on a besoin d'aide, ou on aide notre collègue. Ben, les gens l'entendent, le répètent, mais ne le ressentent pas. Fait que quand ils en ont besoin d'aide, ils ne le demandent pas. Qu'est-ce que je vais avoir de l'air, moi? Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup. Donc,
pour mobiliser pour faire vivre mon modèle opérationnel qui nécessite une très grande collaboration. Puis honnêtement, ça porte fruit, mais ça demande énormément de vigilance et de rappel pour s'assurer finalement qu'on partage. On entre beaucoup de nouvelles personnes en peu de temps. Donc, il faut investir un effort, un grand effort pour faire connaître nos valeurs, faire connaître notre façon de travailler, puis de s'assurer que les gens le ressentent vraiment, qu'il ne faut pas juste l'entendre. Comment on mobilise les gens? Si je reviens à la question principale, moi je crois beaucoup en de la transparence. Il faut créer le sens de l'action. Il faut créer le sens de l'action. Il faut donner de la transparence. Moi, j'ai aucun problème. Je rencontre l'ensemble de l'équipe, l'ensemble des collègues une fois par mois. On a appris ça de la pandémie, entre autres. Ça, c'est un héritage de la pandémie. On lui parlait à tous les jours dans la pandémie, au début. Et maintenant, ça dure, c'est à tous les mois. Puis ils viennent sont là, on est connectés dans un team. Puis je prends 20 minutes, je lui donne beaucoup d'espace sur qu'est-ce qu'on est en train de faire, beaucoup de transparence. Je crée le sens de ce qui se passe dans l'entreprise. Puis après ça, je prends les questions, puis je les lis toutes. Ils apparaissent sur un chat, puis je les lis. Ils sont anonymes, les questions. Je les lis exactement comme elle est. Je la lis, puis j'y réponds. Alors, c'est drôle, ça crée un effet mobilisant. T'sais, on n'essaie pas de cacher rien, on n'a rien à cacher. Dans le fond, on est comme on est. On essaie de créer quelque chose de beau. On veut être une entreprise québécoise qui rayonne chez nous, mais aussi ailleurs en Amérique du Nord, qui est un leader en transformation des organisations en Amérique du Nord. Puis on pose des gestes en fonction de ce qu'on veut être. Normalement, mais c'est très cohérent, les gestes qu'on pose là, avec quand on est capable, quand on fait ces affaires-là en cohérence, c'est facile de le communiquer et de le donner. C'est mobilisant pour les personnes. Dis-moi, François, tu as aussi une business qui a des bureaux aux États-Unis, dans le reste du Canada, en Inde. Comment on fait pour démarrer une business ou du moins un autre bureau dans un lieu étranger, là, dans une géographie étrangère, culturellement et même géographiquement? Là, on parle de l'Inde, c'est pas partout les mêmes cultures, la même langue dans bien des cas, les mêmes valeurs. Comment on arrive à partir de quoi en Inde? Ça commence par trouver, je pense, la personne en qui on met notre confiance pour nous représenter là-bas, puis être notre associé le partenaire qui va prendre ça en charge, qui va s'intégrer avec l'ensemble de l'équipe, qui va commencer à insuffler qui nous sommes aux gens qui vont joindre le groupe dans le pays. On a fait ça au Maroc. Ça a été l'Inde est plus récente. Là, on vient d'ouvrir, on vient d'incorporer, puis notre leader est arrivé il y a quelques semaines. Mais je dirais au Maroc, on a plus de 100 personnes, puis ça roule déjà depuis 2 ans. Puis c'est le leader. Ça a commencé d'une rencontre ici à Montréal que j'ai faite dans un restaurant avec quelqu'un. Puis quelqu'un m'avait référé cette personne-là. J'ai parlé avec, puis j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de bon sens. J'aimais sa personnalité, j'aimais beaucoup son bagage. Je trouvais que ses valeurs étaient alignées avec les nôtres. Puis lui, il repartait avec sa famille au Maroc. C'était quelqu'un qui avait passé une vingtaine d'années ici. C'est quoi son prénom? Mustapha. Je le connais. Tu le connais? OK. Oui, Bon, je le connais. Je l'ai rencontré. Je suis allé au Maroc. Quand il est arrivé au Maroc, Mustapha, je suis allé rejoindre là-bas, faire une conférence au Maroc avec Casablanca. Et c'est Mustapha qui m'a mis en contact avec quelqu'un d'autre là-bas. Bref, je connais Mustapha. Alors voilà. Donc, tu connais l'individu. Moi, j'ai eu confiance en lui. Puis j'ai dit, regarde, Mustapha, on va faire ça ensemble. Il a trouvé que le projet était le fun. Moi, j'y vais, Serge, au Maroc. Je ne suis jamais allé. La pandémie est arrivée. Et tout ça, donc, j'y vais début novembre. Je vais être là dans une semaine et demie. Bon, moi, je suis allé avec Mustapha visiter son coin aussi. Je suis allé même chez lui et je suis allé 1 mois avec la pandémie se déclare. Alors, j'ai été chanceux, moi. Il venait d'arriver, puis moi, je suis allé là en février 2020. Quel drôle de hasard que tu me parles de Mustapha aujourd'hui. Alors que je le connais, ma première visite au Maroc, ça a été en sa compagnie. Alors, quand même fabuleux que la vie nous rejoigne aujourd'hui tous les deux. Absolument. Puis tu sais que dans ce temps-là, quand tu l'as rencontré, il commençait, il n'y avait pas sûr qu'on avait beaucoup d'employés. Je pense qu'il devait y avoir peut-être 1, 2, 3 personnes, mais pas plus. Ah oui, exactement. Non, il s'en allait là avec la grande aventure, là, lui. Là. Ouais. Je suis bien content de savoir que 2 ans plus tard, vous êtes déjà rendu une centaine au Maroc. Oui, absolument. Ouais, c'est un chic type aussi, très, très, très sympathique. Tu le salueras de ma part et tu lui inviteras à écouter cette entrevue-là. Il va être bien content là, de savoir qu'on a parlé de lui aujourd'hui. Écoute, je vois le temps filer. Il y a déjà presque 1 heure de passer ensemble. J'aimerais ça que peut-être qu'on termine sur une note d'inspiration. Parle-moi de tes modèles d'inspiration. Qui t'inspire, François Dion? Quand tu es à la tête d'une business de 2000 personnes, comment tu restes groundé? Avec quoi tu réussis à demeurer
je dirais, dans un mode d'apprentissage, à looking up to someone else. Qui sont tes modèles, qui sont tes inspirations? Ben, on regarde, moi, je regarde, l'inspiration vient de différents axes. D'abord, ça vient de la famille. Moi, je regarde mon père, quelqu'un qui travaille dans une usine puis qui fait des heures étendues sur semaine, les fins de semaine, pour faire vivre sa famille, être capable de subvenir aux besoins d'un enfant déficient intellectuel, d'envoyer l'autre de ses fils dans des écoles privées. On n'était pas les plus riches en ville, on se comprendra. Donc, puis qui est capable, qui m'a insufflé dans ma vie très jeune, que dans le fond, tu as beau avoir le talent que tu veux, là, si tu ne fais pas d'efforts et tu donnes pas tu fais pas le travail, ben c'est pas compliqué. Là. Il y a quelqu'un qui va être moins talentueux, qui va te dépasser, qui va prendre ta place. Donc, donc il m'a enseigné c'était quoi l'essence du travail, de l'effort. J'ai eu la chance de côtoyer pendant mon séjour chez LGS le collègue qui était dans la réserve, qui était le leader de LGS à ce moment-là, à Québec, un ancien général de réserve, un gars fantastique, avec un leadership incroyable, qui m'a énormément montré aussi, énormément appris sur les êtres humains, comment mobiliser les gens, oui, dans l'industrie, comment voir aussi les projets, l'industrie. C'est quelqu'un qui avait roulé sa bosse dans le domaine, mais beaucoup sur le leadership, sur les humains, comment mobiliser les personnes. Quelqu'un avec qui j'ai passé beaucoup de temps et j'ai eu le privilège, dans le fond, qui me laisse énormément de place pour me développer, prendre en charge, explorer, puis prendre le leadership de plusieurs choses. Puis, dans le fond, il était toujours là pour jaser, j'avais besoin, mais qui me laissait la place. Et ça, c'est beaucoup à l'image de ça que j'ai instauré le modèle de collaboration puis, chez les Vio. Donc, les jeunes chez nous ont beaucoup d'espace pour entreprendre, prendre les dossiers, puis ils ont juste à se connecter avec la personne plus senior ou plus expérimentée de leur choix. Puis, on va les accompagner. Ils peuvent prendre de la place. Puis finalement, ben, quand on regarde sur la scène du Québec, c'est sûr qu'il y a des grandes familles qui ont fait des choses exceptionnelles. Puis il y en a qui nous ont marqué plus que d'autres. Moi, je suis assez impressionné de ce que la famille Desmarais a réussi à faire avec le temps. Le père qui a parti cette entreprise-là avec des autobus, puis qu'il a réussi à faire une entreprise d'une très grande classe, on va dire ça comme ça, avec une troisième génération qui est en train d'aller au pouvoir, fait que de prendre le flambeau. Fait que je trouve ça impressionnant. Puis il y a d'autres joueurs. On regarde des compétiteurs à moi, un compétiteur à moi que je rencontre de temps à autre, que je trouve pas mal impressionnant aussi, malgré que c'est un compétiteur, mais on regarde ce que CGI a fabriqué, Serge Godin, tu sais, ça l'inspire la relève entrepreneuriale. Puis c'est sûr que s'il y a un Québécois qui l'a fait avant nous autres, ben on a vu ça se relever les manches, faire comme lui, puis le fabriquer nous autres aussi. Donc, faut savoir, je pense, prendre ces inspirations à tous les niveaux, hein, à 360 degrés, il y en a partout. Écoute, François Dion, je suis convaincu qu'en écoutant ton histoire aujourd'hui, puis en continuant de suivre ta carrière dans les prochaines années, il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui vont dire un jour, ah, ben mes inspirations à moi, c'était François Dion et Lévio, pour ses valeurs, pour son leadership, son humilité, le respect de l'être humain, sa capacité de mobiliser les gens. Bref, tu es une inspiration. C'était un plaisir, un honneur pour moi de te recevoir, François, de te découvrir, d'apprendre ton histoire et sois persuadé que je vais continuer de la suivre. Parce que moi aussi, je m'inspire beaucoup de mes collègues et de mes compatriotes québécois et de leur capacité de faire des grandes choses. Ça me touche beaucoup. Ça me donne le goût de me dépasser, de me défoncer, de continuer à me lever le matin puis de faire une différence autour de moi. Un grand merci pour ton temps aujourd'hui et ton humilité, ta transparence, ton authenticité. C'était très inspirant. Grand merci à toi, François. Merci beaucoup à vous, Serge, de m'avoir invité. Toujours un plaisir d'avoir la chance de discuter avec des gens qui nous donnent l'opportunité de raconter ce qu'on a fait. Puis c'est très bien que vous le fassiez pour les jeunes, que vous faites ça pour les entrepreneurs, là, de donner la chance d'avoir accès à des gens comme toi. Là. Fait que merci beaucoup de l'opportunité.
Avec grand plaisir. Alors, si vous avez apprécié l'entrevue aujourd'hui, on vous demande de faire la même chose qu'on vous demande à chaque fois, c'est-à-dire d'aller commenter sur la plateforme que vous avez utilisée pour consulter ce contenu, donc sur un podcast ou sur YouTube ou directement sur Alias Entrepreneur. Bref, allez commenter, allez faire un like et surtout partager dans votre réseau. On a besoin de visibilité pour continuer à faire nos activités chez Alias Entrepreneur. On a besoin donc de gens qui consomment et qui apprécient nos contenus. Comme ça, on peut attirer des commanditaires et faire tourner la roue du développement entrepreneurial québécois. Alors, grâce à vous, on va continuer. Grâce à François, on va continuer. Et encore une fois, je vous remercie de votre collaboration et on se retrouve lors d'une prochaine grande discussion pour entrepreneurs. Ici Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.